Merci Justine. Et donc bonjour à tous. On va démarrer tout de suite l'étude de cas. Avec l'énoncé du cas, comme l'a dit Justine, c'est vraiment interactif. Donc n'hésitez vraiment pas à écrire sur le chat et à lever la main pour participer. D'autant plus que cette étude de cas, l'avantage, c'est qu'elle est extrêmement axée sur la réflexion sur la structure. Parce que vous allez voir qu'il y a la structure globale, mais il y a pas mal de sous-structures aussi très intéressantes que vous pourrez réutiliser au besoin en fonction des cas sur lesquels vous tomberez. Il y a pas mal de réflexions sur la façon d'aborder justement des problématiques liées à la profitabilité, parce que c'est un cas de profitabilité. Et la spécificité du cas que je vais mentionner dès maintenant, pour ne pas créer de surprise, c'est qu'il n'y a pas d'aspect quantitatif au cas. Ça peut arriver, c'est très rare, mais donc le revers de cela, c'est que ça va être très axé sur la structure, la façon de réfléchir, la logique, etc. Et vous allez le voir dans ce cas-là. Donc, vous allez apprendre plein de choses, je pense, avec cette étude. Donc, on va démarrer par l'énoncé. Donc, le client est une filiale de paiement d'une banque de détail française. Et cette filiale accuse une baisse de rentabilité de moins 2% par an sur la partie distributeur automatique. Elle nous mandate, cette filiale, en tant que cabinet de conseil, pour l'aider à augmenter sa rentabilité. Et elle nous demande vraiment de regarder les coûts et notamment la réduction de ces coûts. Le démarrage, comme tout cas, on démarre par la partie reformulation. Pourquoi on fait ça? Parce que, et c'est ce que vous devez faire en entretien face au recruteur, une fois qu'il ou elle vous a donné l'énoncé, il faut tout de suite reformuler pour être sûr que c'est clair. Donc, l'objectif, c'est de clarifier cet énoncé-là. Donc, ça peut paraître très simple, mais parfois, en fait, il suffit qu'on n'ait pas très bien compris la problématique et pour qu'on aille sur une structure qui n'est absolument pas celle qui est attendue. Donc, ça peut paraître trivial, mais il faut le faire. Il faut vraiment reformuler son cas. Je ne vais pas demander à quelqu'un de le faire parce que pour le coup, on va travailler là-dessus sur d'autres sujets, mais sur la reformulation, je vais vous montrer ce qu'il faut généralement faire. Donc, généralement, on repart du client, on repart du secteur et de la problématique qui est soulevée et ou de l'objectif, si l'objectif est clair et mentionné dès l'énoncé ou pas. Donc là, en l'occurrence, on précise donc que le client est une filiale de paiement d'une banque de détail française, que sa rentabilité baisse de 2% par an. Donc là, c'est le problème qu'elle rencontre. Et pourquoi elle nous mandate? Parce qu'elle veut augmenter sa rentabilité via une réduction de coûts. Et donc là, on demande au recruteur, est-ce que c'est bien clair? Est-ce que j'ai bien tout compris? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui ont été mal compris? Et la personne en face de vous va vous dire oui ou non. Et s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, va vous aider un peu à mieux reformuler cette partie-là. Les questions clarificatrices viennent juste après. Donc, de même, il s'agit d'être proactif de votre côté. Donc, n'hésitez pas à avancer aussi sur le cas. Le recruteur va attendre de votre part d'avancer sur la partie questions clarificatrices, toujours dans l'objectif de clarifier. C'est l'étape vraiment, la première étape avant de se lancer dans une structure. Les questions clarificatrices, elles peuvent avoir plusieurs objectifs. Et là, déjà, si certains d'entre vous ont des idées de questions clarificatrices à apporter, à poser pour peut-être clarifier certains éléments d'énoncé, pour aussi vous aider à réfléchir à une structure, alors n'hésitez pas à les poser sur le chat, à lever la main si vous avez des idées de questions. Je vous laisse quelques secondes si certains ont des idées de questions. Que vous aimeriez clarifier. Et mettez-vous vraiment à la place d'un cas réel. Vous êtes face au recruteur, vous avez cet énoncé-là. Vous avez envie de savoir quoi? Donc on a des premiers retours, hein. On a Achille notamment qui dit qu'il faut clarifier en termes de business model de la société, donc bien comprendre le business model. On a Marion qui dit quels sont les clients principaux aussi pour comprendre. Philippe qui dit à quel type de clients, voilà, donc ça c'est les clients, quels sont les types de coûts que le client supporte, depuis quand est-ce que la rentabilité baisse. D'accord. Ah, et d'ailleurs, et Samir qui note en effet, qui dit que il avait cru lire que la filiale concernait uniquement les distributeurs automatiques de la banque. Est-ce qu'il y a d'autres activités au sein de cette filiale? D'accord. On a pas mal de questions clarificatrices. Ouais. Des Alors, il y a clients, des... business model, ouais. Pardon. Ouais, c'est ça. Donc, je les ai. C'est donc des questions intéressantes. Je vais revenir sur peut-être la question des types de coûts. Peut-être que cette question, de manière juste assez logique au regard de l'énoncé que vous avez là, l'énoncé vous dit clairement euh, que le client souhaite augmenter sa rentabilité via une réduction de coûts. Donc, a priori, dans la structure et dans le cas abordé, vous allez devoir vous axer sur les coûts.
et donc proposer des coûts. Donc, c'est peut-être un peu trop anticipé que de demander aux recruteurs dès maintenant la typologie de coûts. C'est justement, faut juste implicitement le comprendre, ça va être quelque chose qui sera attendu de votre part, et notamment dans la structure. Donc, je pense que cette question, au regard de l'énoncé, est trop prématurée et surtout pas attendue parce que c'est quelque chose qu'on va forcément devoir creuser par la suite. En revanche, il y a d'autres questions qu'on va pouvoir aborder. Donc, la typologie de client, par exemple, oui, on pourrait répondre à ça. Le business model, etc. Je vais voir, est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? Comme ça, je prends tout et ensuite, on va Et, les... tu as un point aussi sur de combien le client souhaite augmenter sa rentabilité. Est-ce qu'on peut déjà poser cette Ouais, question-là? Est-ce qu'il yes, y a eu des changements au niveau des distributeurs automatiques, les DAB, en termes de localisation, de technologie? Est-ce qu'on peut d'accord. savoir un peu plus aussi sur la couverture géographique de la filiale? Ok, très bien. Donc, on Et va quel est essayer l'objectif chiffré? Donc ça, je viens de le dire. Et pour quelle deadline? Est-ce que c'est possible aussi de clarifier en termes de temporalité? Ok, parfait. Bon, bah, il y a des questions très intéressantes en effet en termes d'objectifs. Quand l'objectif n'est pas clair, franchement, c'est la première chose à faire, clarifier l'objectif. Et en l'occurrence, vous pouvez légitimement demander, ok, la rentabilité baisse depuis quand? On veut augmenter, mais de combien? À quel horizon de temps? C'est vraiment des questions très légitimes. En l'occurrence, c'est la première question qu'on va aborder ici, nous. Voilà comment on l'a énoncé. Et nous, on va juste s'axer sur le fait que l'objectif, c'est d'augmenter et via une baisse de coût. En gros, le client n'en sait pas vraiment plus. Il veut vraiment aborder le cabinet de conseil comme étant un cabinet qui va l'aider à voir, bah, au regard de ses coûts, comment il va pouvoir augmenter sa rentabilité, qui est en train de baisser tous les ans. Il ne va pas donner plus d'indications que ça. Mais il peut y avoir des cas où vous aurez plus d'indications. Vous aurez un horizon de temps, vous aurez un objectif extrêmement clair et chiffré. Ça dépend vraiment des clients. En l'occurrence, notre client veut juste l'augmenter parce que la situation ne va pas très bien actuellement. Donc ça, c'est top comme première typologie de questions à poser. Objectif, le scope, le clarifier si c'est pas clair. Quelqu'un a posé la question de la couverture géographique. De même, on peut poser cette question quand c'est pas clair. En l'occurrence, on a dit que c'était une filiale France, c'était une banque de détail française. Et vous pouvez demander à préciser si on est bien en France sur la partie distributeur automatique uniquement. Et en l'occurrence, oui, on est uniquement en France. On a aussi posé la question donc, des modèles de produits. Donc là, quel type de produits on travaille? On parle des distributeurs automatiques. On va s'axer sur les distributeurs automatiques. Je crois que quelqu'un a posé la question des autres activités de la filiale. Là, on vous a vraiment précisé dans l'énoncé qu'on allait s'attaquer uniquement aux distributeurs automatiques parce que c'est l'activité dont la rentabilité ou la rentabilité baisse. Donc, on va s'axer là-dessus. Et si on s'axe là-dessus, on veut peut-être demander bah, les différents types de produits qui existent dans les distributeurs automatiques. Et en l'occurrence, il y a deux typologies de machines, des machines de distributeurs de billets et des machines qui réceptionnent l'espèce et l'échec. On les appelle machine A versus machine B. Ça, c'est plus pour votre connaissance. Ça peut vous aider aussi, ensuite, pour aborder votre structure de coûts, notamment, de comprendre un peu les types de machines qui sont déployées sur le réseau. Enfin, et je crois que certains ont posé la question aussi des changements potentiellement qui peuvent impacter le business et donc la rentabilité. En l'occurrence, la question qui peut être posée, c'est est-ce que le marché au global a baissé? Donc là, on va peut-être plus regarder les revenus, en sachant que vraiment le cas, c'est sur les coûts. Et oui, il y a une tendance générale sur le marché des distributeurs automatiques à la baisse. Donc là, c'est juste un business sense pour que vous compreniez aussi au global que la rentabilité qui baisse n'est pas uniquement liée à une baisse de la réduction, une baisse des coûts, mais aussi à un marché qui ne va pas très bien. C'est pour ça qu'on ne va pas forcément aborder les revenus aujourd'hui, parce que là, l'objectif, c'est juste de regarder comment on peut rationaliser les coûts au regard d'un marché général qui est en baisse. Les autres questions auraient pu être posées. C'est juste que si vous avez posé cette question et qu'elle n'est pas dans les quatre questions-là, le recruteur vous aurait potentiellement dit bah, on n'a pas la réponse ou ce n'est pas une réponse, enfin, vous n'avez pas besoin de cette réponse pour avancer sur la structure du cas. C'est comme ça que le recruteur peut répondre face à une question qui est intéressante, mais qui n'est pas forcément intéressante dans la résolution du cas. Et c'est vraiment juste pour vraiment la résolution de ce cas. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont proposé des questions. Euh, et si on n'a pas répondu, c'est vraiment que c'est pas, on peut avancer sans. Donc, l'étape suivante, la structure, c'est vraiment l'étape la plus importante. N'hésitez pas à prendre une minute et le dire à l'oral au recruteur que vous allez réfléchir maintenant à une structure adaptée
euh, à la question posée. Et donc là, on va vous laisser une minute pour y réfléchir. Et n'hésitez pas donc à proposer une structure sur le chat, encore mieux à l'oral. Et à l'oral, vraiment face au recruteur, dites votre démarche qui consiste à prendre un peu de temps pour réfléchir à une structure. Vous pouvez prendre même un papier et, réfléchir, et dessiner votre arbre, votre structure sur un papier que vous pourrez montrer aussi au recruteur. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le faire. Les deux façons de fonctionner sont très bien. Donc voilà, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir à la structure type que vous proposeriez dans ce contexte-là. Vous avez eu quelques réponses aux questions clarificatrices. Vous avez quand même pas mal d'informations. Donc vous avez vraiment toutes les billes pour proposer une structure intéressante, pour avancer en tout cas dans la réflexion et dans la résolution de cette problématique. Si vous avez uniquement d'ailleurs aussi qu'une partie de la structure sur une partie 1 par exemple, vous pouvez le mettre aussi dans le chat, hein. On prend aussi des bouts de structure. Et si vous avez une structure globale avec les deux grandes parties ou les trois grandes parties, de même, vous pouvez les proposer ici. Est-ce qu'on a des propositions ou pas? Je n'ai pas l'impression encore. Pas encore, pas encore, pas encore. Moi aussi, je suis en train de poser la mienne. Ah ok, bah, j'attends alors. Ça m'en- Tu as bien raison, en tout cas, de noter que c'est important les études de cas de prendre ce temps-là de structuration parce qu'une fois que tu seras dans la structure, bah, toute ton étude qui ensuite va en découler va être. Exactement. Et c'est difficile aussi pour le recruteur de reguider si la structure est vraiment à côté. Mais généralement, si vous avez pris le temps de reformuler, de poser les bonnes questions, donc au moins vous avez compris de quoi il s'agit, il y a très peu de raisons que vous allez dans une très mauvaise direction. Donc c'est pour ça, prenez ce temps de clarification qui peut paraître extrêmement trivial pour certains, mais qui ne l'est absolument pas. Je pense qu'on a souvent des candidats qui ont peur, qui nous disent oh là là, mais voilà, la minute silencieuse qui fait un peu peur face au recruteur. Est-ce que c'est pas mal vu que je mette ça là sur un papier devant lui? Est-ce que c'est pas professionnel? Mais en fait, non, au contraire, C'est ça manque ça, de structure parce qu'un consultant va pas se retrouver soudainement face au client à un peu improviser en fait une approche. absolument. Tu as déjà un retour de Philippe qui te dit du coup, qui propose lui, je sais pas si tu le vois dans ton chat Feriel, Je vois. diagnostic, marché, concurrence, analyse D'accord. des rendements par type de distributeur. Ok. Alors, peut-être diagnostic, oui, c'est peut-être un peu large. On parle diagnostic de quoi? Le marché concurrence, de même, c'est un peu large. C'est assez précis la question à laquelle on doit répondre quand même. Analyse des rendements par type de distributeur, oui, ça sera potentiellement quelque chose qu'on va développer dans un sous-module. Mais là, au global, c'est trop large. C'est pas assez précis. En tout cas, c'est peut-être les intentions sont peut-être intéressantes et bonnes, mais c'est juste que dire des choses comme ça, on ne sait pas de quoi vraiment de quoi il s'agit. Donc, il faudrait peut-être plus étayer, si tu veux, d'ailleurs, sur le chat, Philippe, ou à Ouais. l'oral, les éléments que tu avais en tête sous chacune de ces parties-là. On avait Baptiste. Ah, Baptiste avait levé la main, mais je vois que Baptiste a baissé la main. N'hésitez pas à lever la main, on peut vous donner la parole, comme ça vous pouvez nous expliquer un peu vos idées. Et la personne qui demande si on peut réfléchir à haute voix devant le recruteur, honnêtement, prenez juste au moins 45 secondes, une minute à réfléchir par vous-même. Parce que réfléchir à haute voix, ça peut être peut-être ça peut vous aider, mais on peut partir dans plein de directions si on n'est pas encore très clair un petit peu dans sa tête, dans une structure. Le recruteur attend quand même, et c'est ce qu'il retiendra, c'est quelle a été la structure qui m'a été proposée tout de suite. Enfin, après avoir pris ce temps, hein, évidemment, cette minute. Mais ce que vous pouvez dire à haute voix, c'est je vais prendre une minute pour réfléchir à ma structure et réfléchissez-y par vous-même. Et ensuite, une fois que vous parlez, c'est plus pour la proposer, cette structure. Là, on a pas mal de propositions d'ailleurs dans le chat, Feriel. Ok, parfait. Je vais regarder. Samir de Clem. Je sais pas si tu veux les lire à voix haute, il y en a plusieurs ou je Oui. le fasse. Alors, donc Samir qui propose d'abord d'identifier les zones où les machines subissent les plus grandes pertes pour comprendre s'il s'agit du marché d'un contexte macro, d'un changement des habitudes de consommateurs, de moins de liquidité,
Ensuite, des mesures pour réduire les coûts pour les machines A, avec des leviers qui sont réduire le nombre de machines, réduire le type de billets, et des mesures pour réduire les coûts pour les machines B, réduire le nombre de machines, faire des partenariats avec d'autres banques. OK. On a quelqu'un qui nous reparle de diagnostic avec plus de précision, donc le diagnostic externe, comprendre pourquoi le marché a baissé. Analyse du profit avec un focus sur les coûts, coûts fixes comme le loyer, etc., coûts variables, et proposer des prochaines étapes, externalisation, internalisation. Très bonnes idées. Ensuite, quelqu'un qui nous propose de structurer les coûts fixes versus des coûts variables. Une autre personne qui propose s'axer sur la rentabilité par coût des, sur le coût des machines, et de regarder ensuite une analyse de la baisse du marché, avec quel segment, etc. Quelqu'un d'autre qui repropose donc l'analyse des coûts, la construction de DAB, des DAB, l'entretien des DAB, l'agence, ouais, sécurité, surveillance, l'approvisionnement et le retrait des billets. En tout cas, et enfin les mesures aussi pour réduire les coûts. Donc plein d'idées. Euh, je vais vous proposer la structure qu'on a. Une chose sur un peu en feedback de ce qui est proposé ici. L'analyse du marché, honnêtement, non. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est que ce n'est pas. On a peu de temps. Un cas, c'est 40 minutes. C'est extrêmement court et on ne peut pas aller sur une question qui n'a pas, même pas été soulevée dans la problématique du client. Le client veut augmenter la rentabilité via une réduction de coûts. Parlons des coûts. Si on commence à parler du marché, si on commence à parler comment on peut regarder les revenus, etc., on est à côté de la plaque. Ce n'est pas l'objectif du cas. Le cas, c'est la réduction des coûts. Donc, toutes les personnes qui ont voulu s'axer sur les coûts, c'est très bien, et qui ont voulu ensuite proposer comment structurer les coûts. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est se dire, OK, les coûts, c'est quoi? Est-ce qu'on veut les répartir comme étant des coûts variables versus des coûts fixes? Pourquoi pas? Ça peut être une façon de faire. Nous, on l'avait un peu différemment, et je crois qu'il y en a un d'ailleurs qui l'a proposé comme ça. C'est plutôt raisonner sur la chaîne de valeur. Les coûts, vous pouvez les prendre comme étant une chaîne de valeur. C'est quoi la typologie des coûts qu'on va avoir ici? Et là, en l'occurrence, sur un cas comme les distributeurs automatiques, c'est pas mal de raisonner sur la chaîne de valeur. Quelqu'un a aussi parlé d'internalisation, d'externalisation. C'est aussi exactement les choses qu'il va falloir poser, aborder avec le recruteur, parce qu'on ne sait pas quels sont les coûts internes, des coûts externes. Et ensuite, derrière, si vous voulez proposer des leviers, si vous ne savez même pas ça, c'est très compliqué de proposer des leviers. Et donc, la structure que nous, on va vous proposer ici, c'est une structure qui, je pense, a été proposée par certains d'ailleurs. C'est de s'axer sur les typologies de coûts en prenant la chaîne de valeur et ensuite les leviers d'action. Pourquoi on a séparé ces deux-là? Certains ont mergé un peu les deux en disant bah, je vais regarder un coût de la machine A et les leviers d'action pour la machine A, le coût de la machine B, les leviers d'action pour la machine B. Le risque de cette structure-là, c'est que vous ne serez pas missi. Vous allez vous répéter à certains moments. Parce que peut-être que des leviers d'action de la machine A sont les mêmes que pour la machine B. Et en fait, en raisonnant comme ça, par machine, vous allez potentiellement dans les leviers d'action vous répéter. Et l'objectif d'une structure, c'est de ne pas se répéter aussi. Donc, on aime bien d'abord raisonner sur quels sont mes coûts, quelle est ma chaîne de valeur, est-ce que j'ai bien tout compris à ce niveau-là? Et une fois que j'ai compris là-dessus, ces éléments-là, quels sont mes leviers d'action? Court terme, moyen terme, vous avez plein de typologies de leviers. Mais les leviers, c'est beaucoup plus facile de les avoir quand vous avez bien compris votre chaîne de valeur. Et dans un cas réel, en conseil, en tant que consultant, c'est très généralement comme ça que vous allez travailler. Vous allez avoir des modules, peut-être des leviers d'action par module, mais c'est parce qu'on a déjà réfléchi au fait qu'il n'y ait pas de redondance entre les différents leviers d'action sur les différents modules. Donc à ce stade, il est vraiment important de d'abord démarrer par lister tous les types de coûts que vous avez en tête. Ensuite, une fois que vous avez dit ça, il ne suffit pas de dire ça au recruteur. Chaîne de valeur versus levier d'action. Il faut aller plus loin. La chaîne de valeur, il faut faire une proposition d'approche. Vous n'aurez pas tout, peut-être tout bon, mais au moins vous proposez l'idée que vous avez des fonctionnements des DAB. Et je crois que d'ailleurs, quelqu'un a proposé une très bonne chaîne de valeur dans le chat. Si je la reprends, si je la retrouve. Ouais, c'est ça. Construction de DAB, entretien des DAB, informatique, maintenance, agence sécurité, surveillance, approvisionnement et retrait des billets. C'est Philippe qui l'a proposé. C'est une très bonne analyse des coûts pour la partie chaîne de valeur. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a un peu mis ici. Donc nous, on a mis un plan encore un peu plus high level qui est production versus opération. Et ensuite, dans la production, on a parlé de la confection. Donc c'est vraiment qui construit le DAB et quel type de DAB, hein, machine A, machine B, etc. Mais en fait, c'est pareil. Enfin, c'est très similaire. Ensuite, la livraison des DAB, une fois qu'ils ont été construits, comment ils vont être livrés dans les différentes banques.
Et en fait, ensuite, en termes opérationnels, donc c'est un peu il y a du récurrent et du non récurrent. Il y a l'installation. Et ensuite, il y a dans le récurrent, c'est un peu le autre, c'est la maintenance, l'IT. L'IT, on parle des logiciels, de la cybersécurité pour s'assurer que tout est vraiment au clair là-dessus. Le transport des fonds avec les convoyeurs de fonds. La maintenance ensuite qui est faite, s'il y a des problèmes sur les distributeurs automatiques, les typologies de maintenance préventives, correctives. Donc ça, c'est vraiment la chaîne de valeur. Et c'est même si vous ne connaissez pas vraiment l'industrie, c'est une chaîne de valeur qui est quand même assez classique. C'est du bon sens, c'est assez logique. Donc n'hésitez pas à la proposer. Si c'est pas tout à fait correct, la personne en face de vous va vous dire, bah en fait, ce point, c'est pas exactement ce qui se passe en temps concrètement, mais au moins vous l'aurez proposé. Mieux vaut être proactif, se montrer assez logique et avoir du bon sens et proposer quand même quelque chose que juste de dire, bah, moi, je verrai les différents types de coûts et je pense qu'il y a une chaîne de valeur. Alors, je ne sais pas du tout quelle est la chaîne de valeur. Donc, il faut vraiment proposer quelque chose. Et comme certains l'ont proposé, c'est que enfin, tout le monde en est capable de proposer une logique qui a un peu une structure qui est assez juste logique et qui sera attendue par le recruteur. Pour les leviers d'action, à ce stade, c'est quand même difficile d'avoir des leviers d'action très concrets, mais vous pouvez quand même proposer une sous-structure à ça. Notamment, bah, très simplement, bah, à court terme, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les quick wins? Quelque chose que je peux mettre en place très facilement, qui va me coûter peu cher ou qui va me coûter cher, mais qui est quand même très rapide à mettre en place. Ça peut être ce genre de levier d'action, en tout cas court-termiste, que vous pouvez proposer. Les autres types de levier d'action, c'est des actions long terme. Donc ça, c'est vraiment la structure classique quand vous ne savez pas à ce stade les différents types de leviers. Mais le plus important ici, c'est vraiment la chaîne de valeur que vous pouvez étayer et bien structurer. Sur le court terme, nous, on s'est dit, bah, pourquoi pas proposer aussi des actions pour rationaliser les coûts. Par exemple, diminuer le DAB, diminuer les fonctionnalités de chaque DAB, baisser les coûts. D'optimisation aussi. Avec les process actuels, on peut faire mieux. On peut gagner en productivité, etc. La maintenance aussi, peut-être qu'elle nous coûte trop cher. Comment on peut essayer d'optimiser la maintenance? Donc, c'est aussi des structures très classiques. On rationalise, on optimise. Et aussi la réduction. Je vais payer moins cher mes fournisseurs. Comment? Est-ce que je peux réussir à négocier, par exemple, mes coûts? Est-ce que je peux trouver d'autres fournisseurs, trouver des alternatives? De même, ça, c'est du bon sens. Quelle que soit la réponse dans la chaîne de valeur, il y aura forcément des leviers d'optimisation, de réduction, de rationalisation. Ça, vous pouvez les proposer. Et c'est encore mieux si vous dites, bah, dans la rationalisation, peut-être qu'on peut diminuer le nombre de DAB. Parce que vous êtes dans le cas. Vous n'êtes pas uniquement dans un truc très générique en disant je veux rationaliser, mais vous dites je veux rationaliser quoi? C'est important d'être précis pour montrer que vous avez compris vraiment les enjeux de ce cas. Sur la partie long terme, vous pouvez penser à des choses comme des acquisitions, des fusions pour créer des synergies et derrière réduire les coûts, ou des stratégies de communication. Donc là, vous allez voir, on va en parler très rapidement à la fin du cas. C'est un peu, c'est à la fois dans le cas et un peu hors du cas, parce qu'on va aussi parler dans la communication forcément des revenus parce que ça va jouer sur les clients. Donc, vous pourriez ne pas l'aborder, c'est pas forcément très grave, c'est presque une ouverture une prochaine étape qu'on pourra regarder parce que dans les stratégies de communication, parfois, on pourrait avoir une stratégie de baisse des coûts, même si on parle aussi un peu de revenus derrière. Est-ce qu'il y a des questions sur cette structure? Si ce n'est pas clair, je vais voir dans le chat si certains ont des questions. Pour Sinon, l'instant, non. Je te dis. d'accord. Mais en tout cas, au global, il y a eu plein de bonnes idées qui sont très liées à ce qu'on a dit. Le plus important, c'est de montrer que vous avez vous répondez au cas uniquement, à la question soulevée. Vous ne parlez pas de revenus, vous ne parlez pas tout de suite de marché, enfin, ce n'est pas le sujet. Et deux, si on vous parle de la réduction des coûts, c'est les leviers là-dessus, euh, n'hésitez pas à proposer la structure la plus granulaire possible, avec du bon sens et de la logique, si vous ne connaissez pas l'industrie qui vous est proposée. Alors, tu as deux remarques. Tu as Jade qui te demande si dans le long terme, on peut aussi parler des synergies possibles avec les autres filiales de l'entreprise. Et tu as aussi Zaïd qui dit, c'est quoi la différence concrètement entre rationaliser et réduire ici? OK. Alors, si je reprends la deuxième question d'abord, donc rationaliser, réduire. Donc, rationaliser, c'est je vais retirer des éléments. Je vais retirer soit des machines, des fonctionnalités. C'est vraiment des choses que qui ne seront plus à disposition des clients finaux.
Je vais à une machine, j'avais la possibilité de consulter mon solde. Demain, j'ai plus cette fonctionnalité-là parce que je la retire. J'ai décidé de la retirer à tous mes clients. J'ai décidé de réduire mon parc de DAB. Réduction, là, c'est plus en termes vraiment financiers qu'on le raisonne. Je vais essayer de réduire directement mes coûts. Je vais payer mes DAB, par exemple, moins cher. Donc là, je vais essayer de voir quels sont mes fournisseurs de DAB aujourd'hui qui confectionnent mes DAB. Je vais essayer de rationaliser, pardon, de réduire ces coûts-là. Donc ça passe par des négociations. Et là, voir comment on peut avoir ces stratégies de négociation, par exemple. Peut-être une alternative. Mon fournisseur actuel ne veut pas. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Est-ce que je peux les faire moi-même, etc. Donc là, c'est vraiment en termes purement financiers que je vais trouver des stratégies de réduction de mes coûts. Sur le long terme, est-ce qu'on peut parler des synergies possibles avec les autres filiales? Oui, tout à fait, c'est une bonne idée. On peut parler de ça. On a Jeanne qui levait la main. Jeanne, je vais te donner la parole si ça te va. Je pense que tu as une question. Il faut juste que tu enlèves par contre ton micro. Alors- ou alors c'est une erreur. Ouais, en effet, la main est levée. Bon. On peut pas lui retirer nous-mêmes, non, on peut pas le Non, faire. j'arrive pas à lui. Ok. Bon, bah, Jeanne, n'hésite pas à mettre sinon ta question dans le chat. Et pour les autres questions, la chaîne de valeur, oui, enfin, c'est la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est en effet un espèce de diagnostic, si on veut la prendre comme ça, mais des coûts. Donc, si vous dites un diagnostic, dites que c'est les coûts, mais les coûts de quoi? Bah, je vais les réfléchir en tant que chaîne de valeur. Parce que les coûts, on peut les penser différemment. On peut les penser en tant que variable versus coût fixe. Il y a différentes façons de penser les coûts. Là, on les a pensés en tant que chaîne de valeur parce qu'on trouvait ça plus pertinent au regard de l'industrie. Et les coûts d'électricité, oui, c'est négligeable. Et surtout, enfin, c'est des coûts variables, mais en fait, ça va forcément avoir un impact, en effet, derrière sur les levées d'action. Si vous décidez de rationaliser en réduisant les DAB, vous aurez potentiellement moins de charges, mais encore parce que dans une banque que vous devez dans tous les cas approvisionner en électricité. Vous pouvez quand même les mentionner, ça ne sera pas mal vu dans les autres. Si vous pensez à ce genre de coûts variables plus anecdotiques, parce que là, on ne va pas pouvoir fermer une banque, mais on va pouvoir fermer juste le DAB dans une banque. Donc, c'est vraiment beaucoup plus anecdotique. On va avancer, parce qu'il y a plein de choses à voir encore. On a remis l'axe aussi de l'internalisation versus externalisation. Et c'est tout le point aussi de cette chaîne de valeur. On ne sait pas ce qui est internalisé, on ne sait pas ce qui est externalisé. Et tant qu'on ne le sait pas, on ne peut pas répondre aussi au levier d'action. Quand on dit moins de DAB, pardon, quand on dit plutôt réduire les coûts via une négociation avec des fournisseurs, mais en fait, à quel niveau? Parce que si c'est tout en interne, on ne va pas pouvoir négocier avec des fournisseurs externes si on n'externalise pas aujourd'hui. Donc là, vous pouvez l'avoir en tête. Vous pouvez tout de suite le dire aussi aux recruteurs que vous voudrez rapidement savoir qu'est-ce qui est internalisé ou pas. Et vous pouvez vous-même proposer de manière proactive une liste de ce qui vous paraît être internalisé ou pas, de manière très logique. Et c'est ce qu'on va faire par la suite. Euh, Comment on sait, est-ce- Muriel, on a une dernière question, mais comment est-ce qu'on ouais. sait, comment est-ce qu'on assesse si le framework chaîne de valeur ou coût fixe variable est le plus approprié dans notre scénario? Alors, moi, je dirais déjà que ici, de manière plus juste, si je me mets à la place d'un candidat sur un cas comme celui-ci, c'est plus simple de raisonner par une chaîne de valeur parce que vous ne savez même pas catégoriser ce qui serait fixe, ce qui serait variable sur un cas comme des distributeurs automatiques. C'est très compliqué pour vous de se dire, alors ça, c'est du variable, ça va être du fixe. Vous allez en fait dans quelque chose vous ajoutez une complexité et vous n'avez même pas les réponses potentiellement de manière logique presque. Il y a des cas où c'est beaucoup plus facile de se dire, bah, le variable, par exemple, si je prends l'exemple dans le secteur B2C, je conçois un produit, un vêtement, par exemple, c'est beaucoup plus facile de se dire, OK, ça, c'est ce qui est variable, c'est les matériaux, les transports que je vais avoir, et ce que je vais avoir de fixe, c'est mon personnel, mon entrepôt de confection, etc. Là, sur un DAB, c'est quand même plus compliqué. La deuxième chose, c'est que de même, on se dit que là, en raisonnant par chaîne de valeur, vous allez pouvoir euh, aborder les réductions de coûts de manière plus pertinente. Et l'objectif du cas ici, c'est de regarder que les coûts.
On ne parle pas des revenus. Vous n'êtes pas sur un cas de profitabilité où on peut regarder à la fois les revenus et les coûts et où les deux seront tout aussi importants. Donc là, les revenus, les coûts sont tellement importants qu'il va s'agir de vraiment les décomposer. Et pour les décomposer, généralement, c'est une chaîne de valeur. Donc, moi, je dirais qu'il y a deux raisons. Moi, instinctivement, j'aurais plus de difficultés à réfléchir en variable fixe sur un cas comme des distributeurs automatiques. Et deuxième point, c'est le cœur du moteur de ce cas. Et donc, pour avoir la version la plus étayée, la structure la plus granulaire, bah, c'est toujours mieux de raisonner sur une chaîne de valeur. Et, Est-ce que ça paraît et on a clair? une question de Christian sur les COGS, tes cost of goods sold. Où est-ce que tu les mets? Qui sont assimilés à la chaîne de valeur ou on peut raisonner autour des COGS? Bah, les COGS, c'est tout ce qui est variable. Euh, Ok. Donc, en fait, ça revient au point de si vous dites COGS, en fait, si vous dites du fixe versus du variable. Et dans les variables, vous allez avoir tous vos COGS. Dans un PNL, c'est comme ça que ça se décompose. Vous allez d'abord avoir les revenus, vous allez retirer tout ce qui est variable, donc toute la marchandise finalement utilisée normalement. C'est de la marchandise pure des COGS. Et ensuite, derrière, vous allez avoir des coûts fixes. Les coûts fixes, c'est mon entrepôt, mes salariés, etc. Là, vous n'êtes pas. Enfin, l'objectif, c'est juste de voir quels sont mes coûts. Je décompose mes coûts et où est-ce que je peux gagner de l'argent. Donc, n'allez pas dans des complexités inutiles sur un cas comme des DAB. Là, on parle de distributeurs automatiques. Oui, vous pouvez dire que un des cogs, c'est mon distributeur. Je vais l'acheter. C'est un matériau. Je vais devoir le faire fonctionner. Il y a de la maintenance. Donc, je vais avoir des coûts people derrière. Mais vraiment, la complexité que vous allez ajouter, quand vous pouvez uniquement parler d'une chaîne de valeur qui va déjà être extrêmement granulaire. Et de l'avantage aussi de la chaîne de valeur, c'est que vous êtes ici aussi. Vous parlez de la confection, de la production. Vous parlez de la livraison. Vous pouvez prendre chaque poste de coût indépendamment. Et en tant que consultant, demain, si vous êtes consultant, il est très important, quand vous présentez à votre client, de lui proposer des actions qui soient vraiment actionnables. Il y a des leviers, pardon, qui soient vraiment actionnables. Et si vous avez bien décomposé les différents postes de coût et que chaque poste de coût peut être pris de manière séparée et réfléchi indépendamment, derrière, le client final va pouvoir actionner ce que vous lui proposez. Donc là, par exemple, la livraison, je vais lui proposer quelque chose sur la partie purement livraison de mes DAB vers ma banque. Bah, si on sait que par exemple la livraison elle est externalisée parce que c'est un externe qui nous livre, et si on lui dit qu'elle coûte trop cher, il devrait aller voir un autre prestataire, bah, c'est très actionnable pour le client. On lui a parlé d'un poste de coût extrêmement clair, qui est indépendant des autres postes de coût, et vous lui proposez un levier d'action qui est aussi actionnable. Donc, c'est aussi ça l'avantage de raisonner par chaîne de valeur, c'est que derrière, les leviers d'action sont concrets. Et ça, c'est vrai pour toutes les chaînes de valeur. C'est toujours très intéressant de raisonner comme ça parce que vous avez des. Et encore plus sur un cas où vraiment le cœur du cas, c'est les coûts. Ce sont les coûts. Donc, il y a des termes que vous avez sûrement appris, etc. Dans un PNL, on raisonne encore, mais n'essayez pas juste de sortir les mots pour les sortir. Pendant un cas, il faut vraiment répondre au cas, vous placer en tant que consultant et comment un consultant raisonne face à un client. En fait, il veut des levées d'action. Le client, il attend des recommandations à la fin. Si à la derrière, on a donné plein de choses, mais il n'y a aucune recommandation concrète qui peut être mise en place, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, vous allez voir avec ce raisonnement, avec ce type de structure, comment vous les dissociez quand vous êtes mis ici comme ça, vous allez voir que vous allez avoir des leviers d'action extrêmement clairs. Donc là, on a remis rapidement les éléments pour que vous les ayez. Hein. À l'oral, vous n'avez pas besoin parce que vous l'aurez déjà dit face au recruteur. Mais donc, la façon d'avancer là, c'est plus de comprendre ce qui est peut-être internalisé, externalisé. On a mis un petit point rapidement sur les revenus pour si vous aviez des questions, mais personne n'a posé la question, et ce qui est très bien. Mais c'est sur comment en fait notre client gagne de l'argent. Vous auriez pu vous poser la question, ce n'est pas du tout l'objectif du cas, mais vous pourrez par curiosité dire, bah, en fait, je veux juste comprendre comment il gagne de l'argent. En l'occurrence, en fait, il perçoit une commission. Dès que vous payez en fait sur vous retirez d'argent, vous réceptionnez un chèque ou autre, une commission est versée à la banque, à l'autre banque. Donc, en fait, c'est un système de commission qui est perçu. Donc, pour approfondir la chaîne de valeur, vous pouvez donc remettre les éléments que vous aviez en tête pour la décomposition. Et pour la suite, on a parlé de l'internaliser versus externaliser. Et honnêtement, c'est un point extrêmement important pour pouvoir avancer. Si vous n'avez pas cet élément, il va être très difficile de proposer des leviers d'action pertinents. Donc, comment vous proactivement, vous pourriez, de manière très logique, juste proposer déjà sur cette chaîne de valeur proposer des postes qui pourraient être, qui sont aujourd'hui internalisés versus externalisés.
Vous pourriez les proposer, vous, aux recruteurs, et dire, bah, moi, je pense que aujourd'hui, la production, elle est complètement externalisée parce que ça me paraît difficile pour une banque de savoir faire des DAB. Et il y a forcément des prestataires qui savent le faire mieux que la banque. Ça, c'est ce qui est vraiment attendu d'un bon candidat parce que ça montre de la logique, du bon sens, de la proactivité, du business sense. C'est vraiment des choses, des qualités qui sont attendues. Donc peut-être, est-ce que quelqu'un veut se lancer là-dessus et proposer un peu la liste de ce qui est externalisé ou pas? Est-ce qu'on a des propositions? Pas encore, je surveille. Et la façon dont vous pouvez vous comporter, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez, comme on l'a dit ici, bah, OK, quelles sont les étapes qui sont externalisées? Vous pouvez poser la question au recruteur et le recruteur, généralement, va vous dire, bah, à votre avis. Et vous pouvez aussi vous-même proactivement dire, bah, moi, j'aimerais bien catégoriser les différents postes de coûts par typologie externe versus interne. Voilà comment je le ferai. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est comme ça ou pas? Vous avez les deux options et honnêtement, les deux options sont correctes tant que vous avez pensé déjà à cette notion déjà de segmenter l'internalisation versus l'externalisation. Parce que c'est quand même une notion assez importante ici. On a une proposition d'Antonin qui dit production, installation, covoyage et maintenance, qui pourrait être externalisée. Ok, je vais lire en même temps. Ok, ouais, c'est intéressant. Donc, production. Installation, convoyage et maintenance. Ok. Alors, ouais, ça, pour le coup, la partie transport de fonds, on en parlera juste après. Mais en effet, production, on peut se dire que c'est très lourd, etc. Donc, externaliser, c'est le cas. Je vais vous montrer la liste et je vais vous expliquer un peu le rationnel. Ce qui est bien quand même, vous pouvez le dire à l'oral aussi de manière très succincte, mais quel était votre rationnel de catégorisation? Vous pouvez dire que ce n'est pas du tout dans le cœur de métier d'une banque que de faire ça. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'elle externalise. Ça peut être ça le rationnel et c'est tout à fait correct, hein. Et ça sera même plus cher d'embaucher des gens, de créer un entrepôt, etc., plutôt que de l'externaliser. Ça montre aussi que voilà, derrière, vous avez un raisonnement et vous le dites à l'oral. Donc, l'over-communication, elle est bonne dans ces cas-là. Donc, confection, attendez, c'est là. Les livraisons, installation, IT et maintenance. Je pense que certains éléments avaient été donnés. Pas tous, du coup. Mais de même. Donc, tout ça, c'est assez logique. C'est parce que c'est des choses qui peuvent être faites par un externe et mieux faites. Mais on va pouvoir aussi les challenger. C'est tout l'objectif aussi. C'est dans les levées d'action. Voilà comment c'est fait aujourd'hui. Je fais un diagnostic de mes coûts. Comment je peux mieux faire demain. Et ce qui n'est pas externalisé, c'est la partie, donc on avait parlé des convois de fonds, c'est très, on peut se dire que cette partie-là, c'est quand même assez, enfin, il y a un enjeu de sécurité qui est fort, donc c'est plus difficile de l'externaliser. On parle vraiment de fonds qui sont transportés, hein. Donc c'est aussi correct de se dire bah, que la banque ait voulu garder la main là-dessus par principe de précaution et de sécurité. Autre élément qui peut être abordé, que vous pouvez aussi aborder proactivement pour pouvoir avancer là-dessus, pour pouvoir avancer, c'est la concurrence. Il y a à la fois internalisé, externalisé, mais il y a aussi comment nos concurrents vivent aussi les coûts. Est-ce qu'en fait les coûts, la hausse des coûts, elle est la hausse des coûts ou pas, mais la gestion des coûts, il y a le secteur qui est impacté au global, ou est-ce que c'est vraiment notre client qui fait face à ça? Et au niveau des coûts uniquement, on ne regarde pas la partie benchmark sur la partie revenu. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de comprendre s'il y a des postes de coûts ici dans la chaîne de valeur qui sont compliqués, mais aussi pour nos concurrents. Vous pouvez poser la question et si vous ne la posez pas, bah, le recruteur va aussi vous dire vous en pensez quoi. Et là, généralement, on va vous donner la question, vous n'êtes pas censé savoir ça. Mais en gros, ce qu'on vous dira là, en l'occurrence, c'est que sur certains coûts, on est moins compétitif que la concurrence, ce qui est très intéressant à savoir, notamment la maintenance et l'IT. Et sur d'autres coûts, donc ça, c'est des coûts qu'on externalise, hein. Et sur d'autres coûts, l'industrie entière souffre, notamment le prix de revient du DAB, le convoi de fonds. Et sur cette base, vous pouvez penser à des levées d'action. Est-ce que certains, au regard de tout ce qu'on vient de se dire, il y a pas mal d'éléments qui vous ont été donnés, peuvent penser à des stratégies qui peuvent être mises en place pour gagner un peu en termes de coûts sur les différents postes qu'on a
qu'on a évaluées ensemble. C'est intéressant parce que plusieurs personnes pensaient que l'IT, par exemple, tu vois, était internalisé Mm. dans les coûts et on voit que notamment c'est un coût sur lequel ils sont moins compétitifs. Ouais, tout à fait. On a une première remarque de Philippe qui dit est-ce qu'on pourrait renégocier les contrats de maintenance, par exemple? Mm. Ça, c'est une très bonne idée dans le sens où c'est exactement ce qu'il faut se dire. On a posé la question du rapport à la concurrence sur les coûts. On a une réponse qui est que on est moins compétitif sur certains coûts. Ça veut dire que c'est pas normal. Donc là, il faut absolument creuser ces points-là. Donc c'est très bien de l'avoir fait comme ça. Il y a Augustin qui dit bah, solution, louer les DAB et acquérir une entreprise de convoi de fonds. Ça permet aussi de. Alors, louer les DAB, ça peut être une option. C'est en effet plus long terme et même dans l'acquisition, c'est plus des stratégies long terme que tu proposes là. C'est pas inintéressant dans le sens où tu te dis que l'industrie souffre au global sur les prix de revient. Donc en fait, je ne vais plus l'acheter, je vais le louer. Mais il y a d'autres solutions plus court-termistes et plus actionnables pour notre client que de lui proposer de complètement annuler tous les. Enfin, donc, il va faire quoi des DAP qu'il a aujourd'hui, en fait, sur cette solution? C'est un peu la complexité. Il va devoir peut-être les revendre. C'est très lourd pour le client que de proposer ce genre de recommandations. Donc, c'est peut-être peu réaliste, mais c'est en tout cas dans la bonne direction qui est de se dire que tu proposes déjà quelque chose qui répond à des problématiques qui ont été soulevées, qui est, bah, en fait, mes coûts sont trop élevés pour les DAP. Mais si je veux l'actionner demain et la proposer à un client, ça paraît un peu utopique parce que bah, tu as déjà un réseau de DAP qui est existant et on lui propose d'en faire quoi. Est-ce qu'on a d'autres propositions? Oui, je crois. Dans l'IT, on peut proposer moins de features sur les DAB pour rationaliser. Tout à fait. Là, ça reprend le point de la rationalisation. Et c'est excellent d'avoir repris justement les terminologies que vous aurez dites dans votre structure. Ça permet de restructurer encore le cas. On avait parlé de rationaliser, de réduire, d'optimiser. Reprenez ces termes. Où est-ce que vous allez mettre de la rationalisation, de l'optimisation et de la réduction? Donc là, quelqu'un propose en effet des features réduits, c'est de la rationalisation. Quelqu'un a proposé de renégocier des contrats. Ça, c'est plus de la réduction. On avait parlé des fournisseurs, de la négociation. Quelqu'un On propose, maintenant. ouais. Pardon? On propose aussi d'optimiser les convois de fonds en s'associant avec d'autres banques. Ok. Alors, encore une fois, sur les convois, je trouve que c'est toujours la partie un peu la plus difficile parce que c'est extrêmement, il y a un enjeu de sécurité énorme. Donc, vous pouvez proposer évidemment des leviers là-dessus, mais gardez toujours le caveat en tête qu'il y a des choses qui sont plus ou moins actionnables concrètement pour la banque. Tu as un point aussi de Achille qui dit on pourrait réduire la demande de l'IT avec une analyse des problèmes les plus fréquents et comment les aborder rapidement. Tout à fait, c'est excellent. C'est un très bon point. Et tu as Marion qui dit pour la maintenance, est-ce que c'est à cause de la fréquence de la nécessité de la maintenance, nos machines se cassent facilement, ou est-ce que c'est le coût de la maintenance, que les réparations elles-mêmes coûtent cher? Ok. Ben ça, c'est un bon point qu'on va aborder dans la maintenance qui est préventive versus corrective. Plus vous avez des DAB, enfin, vous avez une maintenance avec une fréquence qui est régulière de revue de est-ce que tout va bien, des éléments, de features, est-ce que tout fonctionne bien de manière assez régulière, moins vous devrez ensuite corriger des problèmes. Donc, en fait, si vous mettez un peu plus l'accent sur la partie préventive, vous allez réduire votre partie corrective et la partie corrective, de fait, coûtera beaucoup plus cher que la partie préventive. Donc, ça, c'est un excellent point que de revenir là-dessus et de proposer ça, d'autant plus qu'on est moins compétitif sur la maintenance. Donc, je pense que vous avez vraiment donné des très bonnes idées. C'est exactement les éléments qu'on va vouloir regarder. Il y a un dernier élément que personne n'a cité, mais qui est intéressant aussi qu'on a voulu regarder sur la partie géographique. Vous pouvez juste poser la question ou pas si vous avez l'idée de la poser. Mais en fait, tous les DAB ne fonctionnent pas non plus de la même façon. Et ça peut aller dans le point de rationaliser, réduire les DAB. Bah là, je ne vais pas les réduire là où enfin, c'est très utilisé de manière très régulière par des clients. J'ai plutôt aller dans les zones avec des densités de population peut-être plus faibles, etc. Donc, vous pouvez légitimement poser cette question. Là, en l'occurrence, on vous dit que enfin, on a posé la question pour vous, mais vous pourriez enfin, la poser honnêtement face aux recruteurs. Je pense que c'est même attendu parce qu'on ne va pas supprimer des DAB là où il y a une densité de population très élevée.
Donc, allons sur les leviers. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais là, on a repris déjà tous les points qu'on s'est dit. Et n'hésitez pas à les reprendre. Honnêtement, ça montre que vous êtes structuré. Un consultant doit être extrêmement structuré. Donc, il faut rappeler. Alors là, maintenant, je vais vous parler des leviers. On a vu tous les coups. On a fait un diagnostic hyper complet. On a bien creusé. On est hyper granulaire. Maintenant, les leviers, je vais rappeler ma structure. Et dans ma structure, maintenant, je vais vous proposer, je vais vous proposer de mettre les différents éléments dans les différents modules. Et ça montre que vous êtes structuré et que vous ne pensez pas à tout, enfin, à tout sans aucune structure, sans aucune organisation. Et c'est le risque sur ce cas-là. Donc, rationaliser, on avait dit moins de DAB, moins de features, c'est ce que vous avez rappelé. Optimiser les processus, la maintenance, négocier, alternative. Donc là, je vais remettre tous les points parce qu'en fait, vous avez déjà tout abordé. La géographie, c'est une notion qui est quand même clé sur la partie réduction des DAB. Si vous voulez en supprimer, si vous ne parlez pas de géographie, c'est compliqué quand même. Donc, n'hésitez pas à dire que vous voulez supprimer des DAB là où la densité de population est faible et où, en fait, les DAB sont juste très peu utilisés. Les features, vous l'avez aussi évoqué, parce que la facture IT dépend aussi du nombre de features que vous allez installer. Si vous pensez aussi à des exemples de fonctionnalités, n'hésitez pas à donner des exemples. Là, en l'occurrence, on a parlé de la consultation du solde. Vous pouvez donner cet exemple ou un autre exemple. Ça montre que vous êtes aussi un peu curieux, vous avez aussi un bon business sense et vous avez compris de ce qu'on entend sous le terme features. Ensuite, l'optimisation. Donc là, on reprend les éléments que vous avez aussi évoqués sur la partie maintenance. Tout le monde a vu donc que c'était peu compétitif. Comment on essaie d'améliorer ça? Bah là, la maintenance préventive qu'on va essayer de favoriser. C'est ce que vous avez aussi déjà évoqué. Dans les processus, ça on l'a moins évoqué. Vous l'avez évoqué pour l'IT. Vous pouvez aussi l'évoquer dans les processus de tous les jours. Peut-être qu'il y a le nombre de fois où la caisse est vidée, la surveillance caméra. Est-ce qu'il y a des éléments aussi dans les processus aujourd'hui qu'on pourrait un peu retravailler pour gagner là-dessus? Ça, j'ai envie de dire que c'est aussi intéressant de donner des exemples clés, concrets si vous en avez en tête. Les canons qui viennent en convoi de fonds pour vider la caisse, bah, a priori, ça se fait tous les jours. Est-ce que ça se fait 4 fois par jour? Est-ce que ça se fait... Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut réduire ça ou pas? Je pense que plus vous êtes aussi dans l'exemple, à ce stade du cas, hein, dans les levées d'action, plus vous montrez que vous avez vraiment extrêmement bien compris les enjeux du client. Et le client, à la fin, dans les recos, il voudra, encore une fois, des leviers très actionnables. Donc, plus c'est précis, plus c'est actionnable. Maintenant, sur les leviers, là, je reprends toujours la structure à gauche. Je vais la passer. Chanel, on a un point quand même qui est de Achille en disant est-ce que c'est normal qu'on a arrêté de mentionner la machine B, dont on a très peu parlé, tu sais, qui permettait d'encaisser les chèques et de l'argent. Non, ben, en fait, c'est au global. On parle des machines, des distributeurs automatiques. Généralement, dans une banque, vous avez les deux types de distributeurs disponibles. Vous avez machine A, machine B. Donc, quand on vous dit dans la structure là, des leviers, moins de DAB, moins de features par DAB, c'est tout aussi vrai pour les deux, c'est vrai pour les deux machines. Pour les processus clés, de même. Un convoyeur, on se dit qu'il y a un nombre, la caisse est vidée. C'est dans les deux. C'est vraiment vrai aussi pour la partie encaissement des chèques. Donc c'est vrai pour les deux DAB. La maintenance aussi, préventive, corrective, les deux machines peuvent être cassées. Donc, c'est machine A et machine B. Et on va parler maintenant de la négociation. Vous allez voir, c'est aussi vrai dans les deux types de typologies de DAB. Donc, en fait, vous pouvez d'ailleurs le mentionner à un moment si c'était plus clair dans le cas. Mais en fait, tous les levées d'action que vous proposez sont un peu vrais pour les deux typologies parce qu'on ne peut pas vraiment proposer qu'une machine et pas l'autre dans une banque. C'est vraiment les deux qui fonctionnent ensemble. Réunir les machines, non, parce que c'est. Enfin, oui, vous pouvez le proposer, mais concrètement, c'est généralement des machines distinctes. C'est comme ça que ça fonctionne dans les banques. C'est des sujets de sécurité, de fonctionnement de ces distributeurs automatiques-là. Elles n'ont pas les mêmes process internes, les mêmes typologies de maintenance, les mêmes fonctionnements de machines, et donc il faut les dissocier. Mais c'est une bonne idée, en tout cas, je pense, de proposer ça, de dire qu'on peut peut-être voir s'il n'y a pas des machines euh, qui fonctionnent pour l'ensemble des besoins. Et donc, on pourrait regarder les fournisseurs, etc. Si vous le proposez, ça montre de la curiosité, ça montre aussi de la volonté de rationaliser et que vous avez compris aussi tous les enjeux. Le troisième poste, donc, qui est de la réduction, donc via la négociation ou via des alternatives,
De même, bon, certains l'ont déjà évoqué, donc là, je vais juste lister ce qu'on s'était donné, nous, ce qu'on vous avait proposé ici. C'est l'alliance avec d'autres banques partenaires sur la partie négociation pour négocier en fait le coût des DAB. Donc là, on ne parle pas vraiment d'alliance sur les convoyeurs de fonds, on parle plus de l'alliance sur la partie réduction des coûts des DAB, qui est quand même plus facile à mettre en place avec des banques partenaires. Si c'est pas possible, parce que des banques sont difficilement, euh, la négociation avec d'autres banques, enfin, la discussion avec d'autres banques est difficile et la négociation est difficile, vous pouvez trouver des fournisseurs alternatifs. C'est l'autre option. Ça, c'est très typique de ce genre de cas, négocier ou alternative pour avoir aussi des moyens de négocier. Si vous avez d'autres contrats et d'autres alternatives, c'est quand même plus facile. Trouver des fournisseurs étrangers, c'est aussi une option si vous voulez vraiment réduire drastiquement les coûts. Et là, parler des risques et donc derrière, proposer une sécurité informatique qui soit vraiment au top pour éviter tous les enjeux sécuritaires. Est-ce qu'on peut aussi proposer de réunir directement les deux machines? Il me semble qu'aux États-Unis, il y a une machine qui fait les deux. Bah justement, ça c'est ce que je disais, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut le proposer si vous avez l'idée. Moi, j'aurais dit qu'en France, c'est très peu commun. Généralement, pour des raisons aussi à la fois techniques, de sécurité, etc., les machines sont généralement dissociées. Mais moi, je pense que c'est une très bonne idée de le proposer. Et si c'est quelque chose qui peut être développé parce qu'il y a des nouveaux fournisseurs qui en proposent, ça peut être un levier à regarder. Donc, je pense que c'est en effet un point clairement bon à soulever. Concrètement, ça va être difficilement mis en place parce qu'en France, c'est pas vraiment très commun. Donc voilà, donc une fois que vous vous êtes dit tout ça, que vous êtes revenu sur vos structures, que vous avez proposé des leviers d'action court terme, moyen terme sur l'ensemble des leviers, c'est ce qu'il fallait faire sur ce cas. Le recruteur vous dira que tous ces leviers-là, une fois qu'on les a analysés, on voit qu'il y a une réduction de coût de 16%. Grâce à la maintenance préventive favorisée, grâce à des forces de négociation, grâce aussi, ça on l'a moins évoqué, mais à la formation en interne sur la partie aussi, sur des tâches en fait qui peuvent être internalisées qui ne le sont pas aujourd'hui. Et donc tous ces éléments vous permettent de gagner 16%. Voilà. Et à long terme, vous pensez quoi quels sont les leviers en fait qu'on avait évoqués tout à l'heure? Qu'est-ce que vous pensez qui peut être mis en place en sachant que vraiment il y avait M&A communication. Communication, ce que je disais vraiment, c'est vous pouvez l'évoquer là, vous pouvez l'évoquer en conclusion comme ouverture, parce que vous allez évoquer des points qui vont être liés aux revenus. Et c'est dans le cas, mais c'est pas dans le cas, mais ça peut être dans le cas parce qu'il peut y avoir des impacts de réduction de coûts derrière. Donc, ce n'est pas une nécessité que de le mettre dans cette structure tout de suite, mais vous pouvez en parler même en ouverture. Moi, je pense que c'est bien aussi en conclusion. Quelles sont les idées que vous avez dans ces éléments-là, donc sur la partie M&A, sur la partie communication? Comment on peut gagner des coûts? Je remets cette slide parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui veut revoir cette slide. Mais n'hésitez pas à donner des leviers plus long terme. On a encore quelques minutes. Acheter les entreprises de distributeurs. C'est un point qui était déjà évoqué avant, mais Philippe le rementionne. Ouais. Je crois qu'on avait Ça, aussi parlé de travailler, de faire des symbioses avec d'autres filiales pour des activités communes. ouais. Fusionner avec un autre acteur qui a une granularité géographique en doublon, propose Lucas. Oui, ça c'est plus. Bah, du coup, l'idée là, ça sera moins d'optimiser les coûts que d'augmenter son volume parce que les revenus, je vais les augmenter en augmentant ma présence géographique. Si je comprends bien la proposition de Lucas. La proposition d'acheter des entreprises de DAP, c'est intéressant parce que c'est du M&A, mais c'est du M&A dans la chaîne de valeur. C'est que je vais décider d'internaliser quelque chose que j'ai externalisé aujourd'hui. C'est une forme d'acquisition. Il y a des formes d'acquisition qui sont du rachat d'entreprises similaires pour gagner en synergie de coûts parce qu'on fait la même chose et qu'en fait, je vais prendre ce qu'ils font de bien, je vais arrêter moi ce que je fais, etc. En l'occurrence, c'est bien de l'avoir réfléchi comme ça aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont externalisées et donc pour gagner des coûts, on peut voir si on peut internaliser. Donc il y a différentes façons en effet de réfléchir à la partie en tout cas M&A. Nous, on a proposé la chose suivante. Donc, je vais vous montrer tout de suite la slide.
Donc, rachat des leaders de secteur, parce qu'il y a des banques en ligne, donc notamment la digitalisation. C'est ce sur quoi nous, on a mis l'emphase sur la partie M&A. C'est de se dire qu'en fait, il y a une partie aussi marché à prendre en considération, qu'il y a un essor très fort des banques en ligne, que peut-être les distributeurs automatiques seront de moins en moins utilisés. C'est d'où aussi la rationalisation que vous aurez proposée dans le cas. Mais que pour rester à la page, pour rester compétitif, peut-être qu'il faut aussi voir au-delà et donc peut-être être plus fort sur la partie en ligne. Donc ça, c'est un élément important. Si vous le proposez, ça montre vraiment un excellent business sense sur le marché. Donc là, vous mettez en regard le marché pour un impact sur les coûts. Et vous raisonnez à long terme, pour le coup, parce que c'est clairement pas un truc que vous allez faire demain et qui va vous faire gagner de l'argent tout de suite, d'où tous les autres leviers qu'on a discutés déjà. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de survivre à 5-10 ans parce que, en fait, peut-être que demain, en fait, tout va se faire en ligne. Les campagnes de communication aussi, pour réduire aussi l'usage de DAB, pareil, ça prendra beaucoup plus de temps. C'est des campagnes qui existent aussi via les banques en ligne qui peuvent déjà mettre ça en place. Donc c'est pareil, c'est de rester dans la tendance du marché, rester compétitif demain. Et s'il y a des DAB à supprimer dès aujourd'hui, parce qu'en fait on voit cette tendance-là, ça va conforter notre point de la rationalisation qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc ça va vraiment corroborer ces points-là et vous permettre demain d'être compétitif et de pouvoir encore réduire vos coûts parce que vous aurez anticipé tous ces éléments. Si vous ne les avez pas anticipés, bah, si demain vous devez créer une branche from scratch en digital, c'est quand même, ça sera potentiellement beaucoup plus compliqué. Et la concurrence sera déjà beaucoup trop établie. Voilà, donc c'est des éléments qu'on a voulu ajouter sur le long terme pour montrer que quand même voilà, vous avez le business sense, vous voyez les enjeux. Et généralement, un client, si vous lui proposez ça et que vous lui proposez de creuser ces points-là, bah, il le fera et c'est des enjeux qu'il aura en tête et il aimera qu'un cabinet ait pensé ça pour lui et qu'il ait pensé aussi aux différents moyens d'y arriver. Et là, donc, la conclusion. Si quelqu'un veut proposer une conclusion à l'oral, une conclusion, c'est synthétique. Ça reprend tous les points évoqués. Donc, la problématique, vous en reparlez. Et vous allez tout de suite aux recommandations. Vraiment, l'objectif, c'est d'être face au client, c'est de se dire quelles sont les recommandations que j'ai à donner à mon client. On n'est pas là pour refaire tout le cas, pour revoir toute la démonstration, pour refaire toutes les étapes. C'est absolument pas l'objectif. Ça a déjà été vu, fait, votre raisonnement a été déjà analysé par le recruteur. Là, on veut voir si vous êtes synthétique et vous arrivez à mettre les recommandations en place qui ont été données jusqu'ici. Alors, quelqu'un demande si vous pouviez juste remonter la dernière slide, s'il te plaît, justement, à mon avis, pour faire la conclusion, se rappeler tout ce qu'on s'est dit. Merci à tous, hein, pour ceux qui nous quittent déjà, on va bientôt conclure, donc merci d'avoir participé. Et si pendant un cas, vous justement, vous vous en rappelez plus, etc., tous les points qui vous paraissent clés pour votre conclusion, essayez de les anticiper. Vous avez un papier, un stylo, écrivez juste un mot, parce que c'est une interaction, donc il ne faut pas non plus être sur son papier, hein, surtout pas. Mais vous pouvez écrire, bah, typiquement, c'était 16%, bah, j'ai gagné 16%. Ça, c'est un levier intéressant, levier ça. Comme ça, même quand vous avez, soit vous les avez en tête et que vous avez une très bonne mémoire et c'est top, soit vous n'avez pas une très bonne mémoire, mais dans ce cas-là, écrivez juste les éléments clés pour que vous puissiez être synthétique, aller directement dans les recommandations qui ont été faites. Parce que une des qualités clés d'un consultant, c'est aussi d'être à l'écoute. Et ça va être jugé tout au long du cas. Si le recruteur face à vous vous aura dit des choses qui sont extrêmement importantes, mais qui n'ont pas été données dans la synthèse, dans la recommandation, c'est un peu dommage. Si personne ne se lance, bah, je vais la faire là rapidement. De toute façon, elle est assez courte, hein, la conclusion. On n'a pas beaucoup de volontaires à ce stade-là, donc vas-y. De la faire alors. Donc, on reprend la problématique qui est de comprendre pourquoi on perd en rentabilité, les leviers court terme et moyen terme, enfin, et long terme que le client recherche. Donc là, on va à la recommandation. Nous, on peut réduire les coûts de 16% via 3 leviers. C'est vraiment la recommandation qu'on va donner au client final. Et la première slide qu'on va même présenter au client, c'est celle-ci. Euh, on va augmenter les maintenances préventives parce qu'on a vu que le client était moins bien que les concurrents sur cet aspect-là, sur l'aspect maintenance. 2, on va essayer de grouper des forces de négociation avec les banques partenaires pour essayer de réduire
les coûts des DAB et donc avoir plus de poids parce qu'on est plus. Et trois, on va essayer de former en interne des collaborateurs pour essayer d'internaliser tout ce qui nous coûte très cher au niveau opérationnel dans les DAB. Donc là, on va refaire une petite analyse de tous les coûts opérationnels et de tout ce qu'on pourrait faire par nos salariés. Donc ça, c'est les trois leviers dont on a discuté tout à l'heure. Et en prochaines étapes, on peut aussi tout de suite les ouvrir de manière très proactive. On peut dire que bah, moi, j'aimerais garder d'autres leviers. On a beaucoup parlé des coûts et le client s'acharne peut-être sur les coûts et c'était l'objectif du cas. Mais peut-être qu'il y a des leviers de revenus qu'on pourra garder. Peut-être qu'on peut faire une cartographie aussi de tous les DAB, faire un mapping aussi des usages, etc. Et c'est pour réduire les DAB. Et enfin, dans la partie acquisition, quelles seraient les cibles qu'on pourra acquérir dans la partie digitalisation? Donc là, c'est beaucoup plus long terme, mais on peut aussi aider notre client à identifier ces cibles-là. Donc voilà, vous pouvez proposer un peu tout type d'étapes. Évidemment, elles doivent être liées au cas. Elles doivent permettre d'augmenter la rentabilité, c'est l'objectif. Elles doivent être axées surtout sur les coûts, mais vous pouvez presque ouvrir sur des leviers de revenus si vous avez vu qu'il y avait des petits éléments pertinents que vous pourriez proposer. Ça reste une des prochaines étapes et une ouverture. Donc vous avez une sorte un peu plus de liberté, d'autant plus que là, vous aurez montré que vous avez compris le cas. Voilà, on est arrivé au bout du cas. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires auxquelles je pourrais répondre? Alors attends, et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui demande comment on a calculé les 16% SVP. Il me semble que c'était une information qui avait été donnée par l'intervieweur. Au Exactement. fur et à mesure du cas, quand on a avancé, bah, Feriel, elle a obtenu, quand elle a donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand elle a parlé des leviers Ouais, qu'elle proposait, et en effet, l'intervieweur a répondu à Feriel en disant, bah, en effet, c'est quelque chose qu'on a mis en place, et grâce à votre approche, on a pu réduire les coûts de 16%. C'est une exactement. information donnée. C'est pas nous qui l'avons calculée. C'est ça. Et en effet, il n'y a pas, donc comme je le disais au tout début du cas, il n'y a pas d'aspect quantitatif à ce cas. C'est très rare. Ça peut arriver. Il ne faut pas que vous soyez surpris. Si vous voulez, pendant le cas, vous avez envie d'avoir des chiffres, vous pouvez proposer, hein. Est-ce qu'on a des données là-dessus? C'est tout à fait légitime de dire, bah là, j'ai l'impression qu'on peut favoriser la maintenance préventive. J'aimerais bien creuser ce point de maintenance, par exemple. Et dire, bah, est-ce que vous avez aujourd'hui la proportion des coûts liés à la maintenance? Là, en l'occurrence, ce qu'on vous aurait dit, c'est bah, oui, on l'a, mais on ne va pas parler de ça tout de suite. On a en tout cas compris que c'était un levier d'action. Est-ce que vous avez d'autres idées de levier d'action? Là, écoutez le recruteur, s'il vous dit ça, c'est qu'il ne faut pas aller. Enfin, la donnée, il ne vous l'a pas donnée. Donc, ne vous acharnez pas à demander des données. Vous l'avez demandé une fois, vous ne les avez pas eues, et vous voyez que vous avancez quand même et que face à vous, on vous fait avancer, c'est que vous allez dans la bonne direction. Donc, ça peut être surprenant, mais si c'est comme ça que le recruteur souhaite avancer, bah, il faut l'accepter. Et derrière, il va vous dire, bah, voilà, les leviers sont de temps. Et vous avez l'information. En Vous tout cas, pouvez... Feriel, Pardon? non, pardon, j'allais te dire un grand merci vu que je vois le temps qui file et que je reçois Ouais. beaucoup de messages de remerciement. Merci pour ton temps. Je rappelle que l'étude de cas sera disponible sur YouTube, sur notre chaîne. Vous pouvez, j'avais mis dans le chat, je vous ai mis normalement le lien qui vous permet de retrouver déjà pas mal d'autres études de cas proposées notamment par Feriel. Ça peut vous permettre de vous, voilà, de voir des études de cas en live. Ah, on t'avait perdu, c'est ça? Ou c'est moi? Je crois que t'es en silencieux, Justine. Je sais pas si c'est toi qui m'as kicked out, mais oui, le truc c'est qu'il s'est fermé tout seul. Mais quand t'as arrêté ton partage d'écran, mais merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Au revoir.